Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation générale. Maintenant, je présente notre conférencier de ce soir qui va nous parler de croissance et évolution de l'Internet. Il s'agit de Jean-François Abramatic, qui est né en 1949. Il est ingénieur civil des mines, docteur ingénieur et docteur ès sciences de l'Université Paris 6. Il a un parcours qui mêle la recherche à l'INRIA, l'action en faveur du développement des nouvelles technologies et d'Internet et, disons, la recherche appliquée et le développement au sein des entreprises de nouvelles technologies. Il a commencé à l'école des mines, puis il a été à l'INRIA, à l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Puis il a enseigné à l'Université de Californie du Sud. Bon, je vous passe un petit peu tout l'ensemble de sa carrière, mais néanmoins je veux signaler deux ou trois moments forts. 94-2000, membre fondateur du Comité international des conférences World Wide Web. Il est président, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, exactement. Il est de 96 jusqu'à maintenant, ça continue. Il est président du consortium international World Wide Web, W3C, et il est administrateur aussi depuis 99 et pour 2000 aussi de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, l'ICANN. Et il a été directeur de recherche à l'INRIA jusqu'au mois de septembre, et il vient depuis lors de prendre le poste de vice-président recherche et développement de la société E-Log, qui est spécialisée dans les composants logiciels. Voilà, donc pour nous parler de croissance et évolution de l'Internet, je crois que c'est l'homme idoine, et je lui passe la parole pour 50 minutes, et ensuite il répondra à vos questions. Merci. Merci. Je vais essayer de tirer parti de ces 50 minutes pour introduire un certain nombre des sigles qui ont été mentionnés dans la présentation, W3C, l'ICANN, et en parlant de l'Internet. Et donc, si je peux avoir mon transparent, merci. Donc, croissance-évolution, donc on va essayer de faire un peu d'histoire. Évidemment, appartenant au cycle de l'Université de tous les savoirs, faire de l'histoire sur Internet où, quand en tirant très fort, on arrive à trouver 30 ans d'âge, il faut faire un petit peu attention, pas mettre trop de majuscules à histoire, mais enfin quand même, on va essayer de voir comment les choses sont nées et comment elles ont évolué, et puis évidemment passer un peu plus de temps pour essayer d'envisager comment les choses vont se développer dans le futur proche et éventuellement plus lointain. Alors d'abord quelques mots sur l'Internet. Voilà, oui, tout à l'heure on a eu une petite discussion en préparant. Est-ce que j'allais me connecter et aller visiter quelques sites? J'ai estimé que vous saviez faire ça très bien maintenant. J'ai eu l'occasion d'écrire un rapport pour le gouvernement il y a un an, en juin 99, où j'attirais l'attention sur le fait qu'on était un petit peu derrière. J'avais aussi suggéré qu'il y avait largement le potentiel pour rattraper le retard. Bon, j'ai pas évidemment refait l'étude cette année, mais manifestement les choses sont parties, et donc j'ai pris comme hypothèse de départ que vous étiez déjà allé sur l'Internet pour vous en servir, et que l'objet de cet exposé n'était pas de faire une introduction à comment on navigue d'un site à un autre. Et donc on va parler bien sûr de l'Internet, du web et de la manière dont les choses évoluent, mais j'ai pas besoin, me semble-t-il, de faire une démonstration. Peut-être que c'est quelque chose que j'aurais choisi de faire il y a un an ou deux ou trois, mais en tout cas je pense qu'aujourd'hui il vaut mieux utiliser les 50 minutes à parler de la manière dont les choses sont nées, comment elles ont évolué et surtout où elles vont aller. Alors, donc 30 ans, et puis quelques définitions juste pour se mettre d'accord, puisque donc encore une fois, je fais l'hypothèse que vous en servez tous les jours. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Internet? C'est donc un réseau d'ordinateurs. Donc c'est un réseau généralisé qui a été conçu beaucoup par la culture informatique, et donc avec dans l'idée que si on avait des éléments simples, des protocoles simples, des langages simples pour faire en sorte que des ordinateurs échangent entre eux, eh bien les gens
disposerait ces ordinateurs au fil du temps autour de la planète et construirait ainsi le réseau. Je vais montrer quelques éléments à ce sujet. Je vais me le montrer tout de suite. Donc, pour préparer cet exposé, j'ai fait comme tout le monde. Donc, je suis allé sur Internet puis j'ai téléchargé quelques informations. Et donc là, par exemple, il y a l'ancêtre de l'Internet. Donc, premièrement, ça permet de justifier les 30 ans, puisque on est en 1969. Ensuite, que c'est un réseau de réseaux, puisqu'on voit un diagramme fait à la main où il y a plusieurs ordinateurs qui sont représentés. Et puis, il y a même une carte des États-Unis où on indique l'endroit où se trouvaient ces 4 ordinateurs. D'accord ? Donc voilà où on en est en 69. C'est bien un réseau d'ordinateurs. Alors, en 71, ça devient continental. D'accord ? On était juste à l'ouest et il commence, il y a 19 nœuds. Et bon, c'est peut-être la première fois, c'est vraiment réseau de réseau. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, évidemment, le monde de la recherche, en informatique et télécommunications, plutôt à l'ouest des États-Unis, et puis les correspondants à l'est des États-Unis, puis on a connecté ces réseaux entre eux. Et puis, évidemment, les choses continuent. Voilà. Et donc, en 80-83, on commence à avoir quelque chose qu'on a un petit peu de difficulté à représenter sur un graphique. Enfin là, ça tient encore. Mais on voit l'idée du réseau de réseau, au sens où, au fil du temps, des initiatives nouvelles qui n'ont pas besoin, et c'est la différence essentielle, je vais parler tout de suite informatique, télécommunications, la différence essentielle avec la manière dont les télécommunications se sont développées pour le téléphone, par exemple, ou pour la télévision. La manière dont l'Internet se développe, c'est on dit du bas vers le haut, bottom-up, puisque c'est un nouvel acteur peut décider de rajouter un nœud, rajouter un réseau, se connecter à un certain nombre d'autres ordinateurs déjà présents sur le réseau et ainsi construire quelque chose qui aujourd'hui n'est plus représentable sur un transparent comme celui-là, puisque évidemment on n'y verrait plus rien, étant donné le nombre de connexions qui existent aux États-Unis, mais dans de très nombreux pays dans le monde maintenant. Donc un réseau de réseaux qui a 30 ans. Deuxièmement, une infrastructure logicielle avec l'intelligence aux extrémités. Ça, c'est sans doute l'élément qu'il faut comprendre pour qu'on puisse avoir une vision de ce qui va se passer, puisque le fait... Alors, il y a beaucoup de légendes qui circulent sur les raisons qui font que ces choix d'architecture ont été faits. Donc, toutes ont un petit peu de vrai, il n'y a pas de fumée sans feu, mais puisque j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec les gens qui l'ont vraiment fait, ça c'est un des intérêts d'avoir quelque chose qui est aussi jeune, qui n'a que 30 ans, c'est que vous avez une chance de discuter avec l'inventeur. Donc, il y avait évidemment les financements américains, puisque ARPA, ça veut dire Advanced Research Project Agency, et c'est une agence qui est financée par le ministère de la Défense américain. Donc il y a eu cette suggestion qu'il s'agissait dès le début de faire un réseau qui soit robuste aux attaques extérieures, etc. Bien sûr qu'il y avait ça sans doute dans l'idée des gens. De toute façon, faire un réseau qui, de manière générale, soit robuste aux attaques extérieures, c'est toujours une bonne idée, pour qu'il puisse être fonctionnel, quelles que soient les circonstances. Les attaques extérieures, ça peut être des pannes, c'est pas forcément des attaques au sens de la défense d'un pays. Et donc, bien sûr, ces choix-là ont été faits. Mais la partie la plus importante, et celle que je veux mettre en avant, c'est la relation entre le monde de l'informatique et le monde des télécommunications. Le fond des choses, c'est que en 69, au début des années 70, pour faire communiquer des ordinateurs entre eux, il fallait se servir de l'infrastructure télécommunication disponible, une infrastructure qui avait été conçue à l'époque pour faire marcher le téléphone. Et donc, pour les informaticiens qui ajoutaient des ordinateurs aux frontières du réseau existant, demander à un opérateur de télécommunication d'aller intervenir sur les entrailles du réseau n'était pas raisonnable. Et la réponse, évidemment, aurait été non. Et donc, puisque le réseau était fait pour faire fonctionner le téléphone. Et donc, les informaticiens qui concevaient ce qui allait devenir l'Internet ont dû faire en sorte que l'intelligence
du réseau soit repoussé aux extrémités, et donc d'avoir des hypothèses les plus minimales possibles sur le service qui allait pouvoir être rendu par un réseau qui avait été conçu pour faire le téléphone. Ceci a abouti à la conception d'un protocole qu'on appelle l'Internet Protocol, très souvent IP, et qui est la couche donc c'est la simplicité et maintenant l'universalité du déploiement de cette couche qui est finalement la raison qui a permis le développement de l'Internet et surtout le fait que l'Internet soit maintenant utilisé pour faire d'autres choses que ce que les concepteurs des années de 69 ou début des années 70 avaient en tête. Et donc le fait que cette couche relativement étanche isole les applications de l'infrastructure des réseaux a permis à chacun d'apporter sa contribution. À celui qui est en train de développer de nouvelles technologies réseau, on aura l'occasion d'en parler assez vite, puisque justement il y a un fleurissement de nombreuses infrastructures réseau. Donc celui qui travaille là-dessus n'a pas besoin de se préoccuper du développement de l'application, et réciproquement, si je peux dire, ou dualement, le développeur de l'application peut lui aussi considérer que, quelque part, les gens qui fournissent ces infrastructures de réseau se débrouilleront pour fournir une interface IP. Et c'est grâce à ces propriétés, la raison pour laquelle j'ai passé un peu de temps, c'est que si on veut comprendre la croissance et l'évolution de l'Internet, je pense qu'il faut comprendre que c'est le potentiel de cette architecture qui permet de dire qu'aujourd'hui, l'Internet est la plateforme de la convergence des télécommunications, de l'informatique et de l'audiovisuel, alors que, bien entendu, au début des années 70, personne n'avait idée que le réseau de réseaux qui était en cours de gestation pourrait un jour véhiculer des signaux qui dépendent du temps, des signaux tels que la voix ou la vidéo. Alors que, bien entendu, vous savez que maintenant, on parle de l'usage de l'Internet pour des applications qui couvrent l'ensemble des domaines autrefois différents, qui étaient le domaine des télécommunications, le domaine de l'informatique et le domaine de l'audiovisuel. Donc c'est le fait que les progrès technologiques à tout niveau, on aura l'occasion d'en dire un mot également, au niveau des infrastructures de télécommunications, au niveau de la puissance des ordinateurs, permettent aujourd'hui de faire en sorte que des informations qui n'étaient pas envisageables au début des années 70 de véhiculer sur une infrastructure Internet sont aujourd'hui couramment véhiculées sur l'Internet. Alors j'ai utilisé des mots un petit peu abstraits, les applications de l'Internet. Donc qu'est-ce que c'est une application de l'Internet? L'application, c'est le logiciel qui tourne sur votre ordinateur ou qui tourne chez un fournisseur de services d'information et qui permet de vous rendre un service. Les deux plus connus, bien entendu, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, sur le courrier électronique. Lui date quasiment des 30 ans. C'est une des premières applications qui a justifié le déploiement de l'Internet, avec d'autres tels que le transfert de fichiers, des applications qui étaient utilisées par les informaticiens pour faire leur travail, tels que le transfert de fichiers, qui est aujourd'hui encore utilisé quand vous téléchargez un logiciel ou des choses comme ça, d'une part, et d'autre part, une autre application, le World Wide Web, qui est elle plus récente, elle ne date que de 10 ans, j'en dirai un mot évidemment tout à l'heure, et mais qui a joué un rôle essentiel dans je dirais l'explosion, le déploiement, le fait que l'Internet est maintenant disponible pour le grand public, puisque c'est cette application-là qui, dans le courant des années 90, a fait en sorte que non seulement les technologues, mais le grand public, les professionnels, ont pu tirer un usage utile pour leur activité, qu'elle soit privée ou plus public. Donc c'est le web qui est l'application qui a provoqué le développement. J'ai pas fait de mesures récentes, mais quand j'avais fait le rapport l'année dernière, on estimait qu'à peu près 2/3 du trafic sur l'Internet au niveau mondial était issu de l'usage de cette application particulière qui est le World Wide Web. Et donc donc là on peut dire que c'est croissance et évolution du passé et quasiment du présent, mais on voit arriver, c'est les applications qui sont mentionnées en jaune sur le transparent,
d'autres applications qui, elles, manipulent des signaux dépendants du temps, tels que la téléphonie pour la voix, la vidéoconférence, la télévision, ou le travail coopératif, d'autres applications qui se développent sur l'infrastructure Internet parce que le progrès des technologies permet maintenant d'envisager que ces applications soient maintenant déployées. Alors, donc j'ai indiqué, c'est la couche IP avec le réseau en dessous et les technologies qui permettent de faire en sorte que le même concept, le même Internet, le même protocole IP peut être utilisé, non plus seulement pour interfacer, comme au début, avec une infrastructure qui était celle de l'infrastructure du réseau téléphonique fixe, mais aujourd'hui, qui est utilisé, on peut utiliser l'Internet sur, bien entendu, le réseau téléphonique mobile. Donc, on dira un mot tout à l'heure de ça. Vous avez entendu parler des nouveaux terminaux WAP. Je pourrais dire un mot à ce sujet. L'usage de l'Internet sur le câble, pour ceux qui ont la chance de l'avoir chez eux, ils voient bien quel apport on peut avoir avec cette technologie. Une autre forme de rencontre entre les télécommunications et l'audiovisuel, puisque la plupart du temps, le câble a été déployé pour des raisons, dans l'idée de véhiculer les signaux de télévision dans les domiciles, au domicile des gens, mais maintenant il est utilisé pour faire l'Internet. La boucle radio qui a fait l'objet d'appels d'offres par l'ART, l'autorité de régulation des télécommunications en France, dans le courant de l'été, pour lesquels les licences ont été attribuées, les satellites, le réseau électrique même qui éventuellement peut être utilisé pour véhiculer des applications de l'Internet. Et puis des progrès évidemment technologiques très importants. On parle souvent des progrès pour les ordinateurs, ou pour la loi de Moore pour les mémoires, le fait qu'on peut avoir même surface des mémoires de plus en plus denses et donc développer des applications de plus en plus puissantes, mais aussi des choses peut-être un peu moins connues au niveau des télécommunications, les technologies de transmission de données sur la fibre optique qui offrent des facteurs d'échelle par rapport à ce qu'il était envisageable au début des années 70, qui se comptent en milliers, millions des facteurs de l'ordre de millions de fois et qui, bien entendu, sont au cœur de l'affirmation que je faisais tout à l'heure, qui est que l'Internet, même s'il a été conçu à un moment donné sur une infrastructure qui ne véhiculait que de la voix, est maintenant utilisé pour bien d'autres applications. Et bien entendu, également, l'évolution la miniaturisation, c'est là, je pense que j'ai moins besoin d'insister, de la décrire, qui permet d'avoir des terminaux de plus en plus, transportables et donc disponibles à tout moment si on associe donc la facilité d'usage de ces terminaux et évidemment la communication mobile. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail de ça. Donc, pour résumer cette première partie, cette introduction, par un graphique, donc cette architecture organisée autour du protocole IP, protocole donc qui finalement, j'ai pas dit tout à l'heure, mais enfin, j'ai pas besoin, je compte pas trop rentrer dans le détail, protocole qui juste assure qu'une information est mise à un endroit avec l'objectif d'être reçue à donc une source envoyant une information à une destination. Le protocole IP va faire en sorte que les ordinateurs connectés entre eux vont router l'information, comme on route du courrier postal, vont router l'information de la machine source vers la machine destination, selon un protocole que tous les ordinateurs maintenant sont capables de comprendre. Eh bien, ce protocole peut être implanté sur des infrastructures aussi variées que celles que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et encore une fois, toute contribution, tout progrès technologique dans l'une quelconque de ces infrastructures réseau permettra de déployer de nouvelles applications, permettra de faire en sorte que, en plus du courrier et du web, d'autres applications se développent sur Internet. Alors, une chose était donc de partir. Bon, vous savez que mon origine est une origine d'institut de recherche.
les ordinateurs que j'ai montrés dans les tout premiers transparents étaient des ordinateurs implantés dans des laboratoires de recherche en informatique et en télécommunications. Il reste qu'aujourd'hui, l'Internet est, depuis le milieu des années 90, est sorti évidemment des laboratoires de recherche, est utilisé comme j'ai dit, par le public aussi bien que par les entreprises, et donc a créé, je ne vais pas évidemment en faire la description pour tout, a créé de nouveaux métiers, de nouvelles fonctions, pour faire marcher cette infrastructure qui a maintenant vocation à devenir l'infrastructure de la société de l'information, par exemple. C'est un terme qu'on utilise souvent. Eh bien, il faut que des acteurs se mettent en place qui fournissent des communications, des services Internet, des équipements, des logiciels, etc. Il reste que pour que l'Internet fasse face, si j'ose dire, aux défis auxquels il est confronté, au défi d'avoir quelque chose qui, au départ, vous avez vu, 4 ordinateurs, puis 19 ordinateurs, aujourd'hui, plusieurs millions d'ordinateurs qui servent de l'information, des centaines de millions d'ordinateurs qui vont chercher de l'information, les ordinateurs que vous utilisez vous-même. Eh bien, offrir ces nouvelles fonctionnalités pour que ces applications que j'ai mentionnées tout à l'heure se développent, il faut quand même se mettre d'accord sur un certain nombre de conventions, de protocoles, de langages. Et donc, on est au cœur de la construction de cette infrastructure. C'est une des choses, à mon avis, très importantes par rapport à d'autres technologies. Pour ceux qui ont assisté à d'autres exposés, d'autres technologies qui doivent mûrir je pense à celles qui ont trait à la santé, par exemple, qui, bien entendu, doivent naître dans les laboratoires, comme l'Internet est né dans les laboratoires d'informatique et télécommunications, mais qui, pour des raisons évidentes, doivent être testés, le processus industriel doit être garanti en termes de qualité, etc. Donc il y a un processus de maturation et de transfert depuis l'idée du chercheur jusqu'à l'usage d'un nouveau médicament ou de toute nouvelle forme d'utilisation des recherches dans le domaine de la biologie, qui, bien entendu, doivent recevoir l'agrément de nombreuses organisations, parce qu'évidemment, la santé des gens est en cause. Dans le cas de l'Internet, évidemment, il n'y a pas de danger particulier à ce que de l'information arrive sur votre danger pour l'individu, je parle. Donc, à ce que l'information arrive sur votre ordinateur, il reste. Et donc, on peut prendre le cycle est beaucoup plus court. C'est-à-dire quand une nouvelle idée naît, parce que les composants technologiques permettent de faire une nouvelle application, parce que la personne, prenons Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web, a donc cette vision qu'il va associer des technologies nées dans le monde de l'informatique, les technologies de l'hypertexte, celles qui, en gros, vous permettent d'aller d'un endroit à un autre, d'un système d'information en cliquant d'un lien sur un autre, on appelle ça les technologies de l'hypertexte. Quand Tim Berners-Lee invente le web, et donc associe ces technologies qui permettaient à l'époque juste de naviguer sur de l'information qui était locale à un ordinateur, et donc quand Tim associe ça à l'Internet et dit, à partir du moment où je sais aller d'une source d'information à une autre sur un ordinateur, si je rajoute la couche Internet, je vais pouvoir faire la même chose, mais d'un ordinateur à l'autre dans la planète. Eh bien, quand quelqu'un crée une nouvelle application comme ça pose de nouveaux problèmes. Les gens développent de nouveaux produits, donc c'est des choses qui sont plus récentes et donc qui doivent être plus présentes dans vos mémoires. Donc les fournisseurs de logiciels ou plus récemment les fournisseurs de téléphones portables ou de set-top box, je ne me souviens plus le mot en français. Donc c'est matériel qu'on connecte à une télévision pour faire de la télévision un terminal pour accès à l'Internet. Eh bien, tous ces matériels, si on veut qu'ils échangent l'information de manière utile et efficace pour l'usager, eh bien, il faut prendre des précautions que d'habitude l'usager ne voit pas, puisque d'habitude, ou pour reprendre l'image que j'ai prise dans le cas des recherches dans le domaine de la santé, évidemment, tous les travaux de précaution sont pris avant, évidemment, que le produit soit déployé, alors que sur l'Internet, on peut prendre plus de risques. Donc ça, c'est la partie la plus technique, les organisations de standardisation telles que l'IETF, qui est l'organisation qui a créé le protocole IP, et puis maintenant de nombreux autres protocoles qui permettent
de faire que l'Internet soit ce qu'il est aujourd'hui. Et le W3C, celui que j'ai eu la chance de diriger depuis 5 ans aux côtés de Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, qui en est le directeur, qui est l'organisation qui, de nouveau, rassemble aujourd'hui un peu plus de 400 organisations à travers le monde pour faire évoluer les fonctionnalités du web, pour que cette application qu'on appelle le web puisse rendre de plus en plus de services aux utilisateurs. Donc ça, c'est la partie la plus technique. Et puis, bien entendu, à partir du moment où on revendique que cette infrastructure de communication entre les gens va avoir un impact sur la société. Hein. Je rappelle donc les plans pour le plan pour le développement de la société de l'information en France. Et bien à ce moment-là, eh bien le dialogue citoyen doit s'engager. Et donc un certain nombre d'organisations doivent prendre en compte la manière dont cette infrastructure va être utilisée par les uns et les autres pour échanger des informations. Et in fine, bien entendu, si les gouvernements donc représentent la volonté des citoyens, évidemment, dans la mesure où c'est nécessaire. Dans beaucoup de cas, il n'y en a pas besoin, mais dans certains cas, l'introduction d'une nouvelle technologie demande des évolutions de la législation ou de la réglementation, eh bien, les gouvernements doivent également prendre en compte les nouvelles conditions qui sont fournies pour la communication entre les divers utilisateurs. Et bien entendu, c'est facile de mettre tout ça sur un seul transparent et puis de faire de dire qu'il faut que tous ces acteurs se mettent à travailler entre eux. C'est une chose de le dire, c'en est une autre de le faire dans la vie de tous les jours. Et bien entendu, ça laisse la place à des débats de tous ordres sur la manière de le faire, sur quelles sont les priorités, sur quelles sont les précautions qu'il faut prendre au moment où l'Internet devient universel et disponible à l'ensemble de la population. Et donc, un certain nombre de défis, une autre manière de dire, peut-être une manière de résumer ce que je viens de dire au sujet de l'Internet, c'est de dire un certain nombre de défis de nature technique, c'est ceux que j'ai introduits d'abord, quand j'ai expliqué que l'infrastructure permettait au début de faire des applications relativement simples, et puis que maintenant on veut en faire d'autres, on veut garantir une qualité de service. On voit bien qu'aujourd'hui, pour ceux qui l'utilisent couramment, le service s'est amélioré dans les dernières années, mais il n'a pas encore la qualité et les performances qu'on pourrait en attendre. Le transport de signaux temporels, audio et vidéo, qui n'était pas prévu au début et que maintenant les fournisseurs de services pensent qu'on peut utiliser et que vous avez sans doute utilisé déjà dans des conditions qui sont encore un peu rudimentaires aujourd'hui. Mais encore une fois, la poussée et le développement des composants technologiques va permettre de faire mieux. Les objets mobiles, c'est à la mode. Hein, c'est la relation entre le téléphone portable et l'Internet et les divers standards qui permettent de faire ça. Et puis des choses un peu plus, puisque j'ai pris le risque de vous montrer certaines des entrailles en parlant du protocole IP, eh bien il faut que vous vous rendiez compte que passer du protocole IP qui a été conçu dans le courant des années 70 à une nouvelle version, quand on s'est rendu compte que maintenant que l'ampleur, je veux dire, c'est la rançon du succès. Hein, les concepteurs se sont trouvés confrontés au fait que des centaines de millions de gens voulaient se servir de l'Internet. Et donc, par exemple, il y avait un besoin en capacité d'adressage, évidemment, correspondait au nombre d'utilisateurs envisagés. Ces nombres-là n'avaient pas été envisagés au début. Donc, il a fallu proposer de nouvelles versions du protocole. Donc, pour ceux qui lisent la presse spécialisée, le protocole IPv6 est une réponse technique à cette question, par exemple, du développement de la capacité d'adressage. Il y a d'autres questions, comme les questions de sécurité, de confidentialité, qui sont également prises en compte dans le protocole IPv6. Eh bien, bouger cette couche pour laquelle j'ai insisté sur l'importance qu'elle jouait dans le diagramme précédent, faire évoluer cette couche, c'est quelque chose de très très difficile. Et alors que la spécification existe maintenant depuis plusieurs années,
C'est seulement maintenant, avec l'explosion de l'usage, avec également l'explosion de l'usage des mobiles, que qu'IPv6 a de bonnes chances maintenant de se déployer. Donc, il faut même que vous compreniez que malgré les exploits accomplis par l'Internet dans sa rapidité de croissance, etc., il y a quand même un peu d'inertie et un certain nombre de nouvelles idées sur lesquelles tout le monde s'est entendu, donc pour lesquelles les techniciens ont fait leur travail. Eh bien, déployer ces nouvelles idées, c'est quelque chose de difficile. Et puis, le deuxième volet, celui que j'ai introduit à la fin de ma présentation sur l'Internet, c'est prendre en compte maintenant le fait qu'on est passé à l'échelle de la planète. Qu'on est, certes, donc je fais toujours attention à rappeler les chiffres, on est aujourd'hui à 3-4% de la population mondiale qui a accès à l'Internet. D'accord ? Alors évidemment, nous, on est en France, et donc les taux sont beaucoup plus élevés. Mais puisque c'est une des choses sur lesquelles je vais essayer d'insister après, il faut quand même avoir en tête qu'on en a encore 95, 96, 97% de gens sur la planète à connecter et que, bien entendu, les derniers pourcents vont pas être les plus faciles, pour des tas de raisons que vous pouvez imaginer, l'accessibilité par le réseau, des choses comme ça. Donc, il reste que les 4% qui ont, en tout cas je pense sincèrement, la chance de pouvoir accéder à l'Internet, il faut que ça rende les services qu'ils attendent. Et l'élément souvent utilisé, c'est l'élément de la confiance. Aujourd'hui, c'est pas, je pense qu'il est, pour quelqu'un qui travaille tous les jours pour le développement de l'Internet, il est clair que les éléments qui permettent de créer un environnement de confiance qui fera que 50, 60, 70, 80% de la population mondiale va utiliser l'Internet en toute sécurité, ne sont pas rassemblés. On a du travail à faire pour ça. Les éléments très présents en Europe et en particulier en France à travers la présence de la CNIL, la protection de la vie privée des données personnelles, c'est quelque chose qui est un défi pour l'infrastructure de l'Internet et du web en particulier. Le traitement des contenus illicites, là je pense que c'est la partie qui est la plus souvent développée dans la presse, donc j'ai pas besoin d'y passer plus de temps. Je ne veux pas dire du tout que je la minimise, mais je veux dire vous êtes déjà au courant. Bon, le traitement des contenus illicites est également une question ouverte techniquement. Récemment, il y a eu encore des tensions, et il y en aura sans doute d'autres autour du traitement de ces contenus illicites, et en particulier sur la définition de contenus illicites quand les lois ne sont pas les mêmes quand on passe d'un pays à un autre. Et enfin, là aussi des éléments qui ont été largement développés dans la presse sur la propriété intellectuelle des informations et leur diffusion. Tous ces éléments toutes ces questions qui contribueront avec leur résolution à faire croître la confiance dans l'Internet sont évidemment essentiels pour que la croissance et l'évolution, encore une fois, puisque c'est le titre de cet exposé, la croissance et l'évolution de l'Internet soient au rendez-vous. Et enfin, puisque, bien entendu, il s'agit de fonctionner dans des économies où il faut trouver les ressources quand on veut. En tout cas, il faut convaincre que les ressources qu'on investit vont un jour produire des retours. Là aussi, je pense que vous avez eu l'occasion de voir comment ont évolué les valeurs des entreprises liées à l'Internet, etc. Mais de manière, bon, ça c'est la partie la plus visible, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est beaucoup plus sérieux, puisque c'est ce qui permettra à l'Internet de se déployer vraiment et de servir les 95% de gens dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est de comprendre comment les services vont pouvoir être financés, quels sont les modèles économiques qui vont permettre de faire en sorte que ceux qui n'ont pas accès aujourd'hui pourront y avoir accès parce que l'investissement aura été fait et qu'ensuite les coûts, les prix qui seront proposés à ces gens-là seront accessibles à leur bourse. Donc tous ces défis-là existent encore. Maintenant, puisque là je vais arrêter sur l'Internet et passer sur l'application la plus importante, le web. Maintenant, si on regarde le chemin parcouru, après les 4 ordinateurs que j'avais montrés dans le deuxième transparent en 69
et les centaines de millions qui sont aujourd'hui connectés sur l'Internet, manifestement, la dynamique est là, le chemin, on est largement engagé sur le chemin. Il reste que ne pas être conscient des défis qui sont devant nous ne permettrait pas d'envisager le futur. On a parlé de croissance-évolution et puis de regard vers le futur, ne permet pas de regarder vers le futur avec la lucidité nécessaire pour comprendre, un, ce qu'il y a à faire, et deux, les conséquences des actes que l'on développe pour faire croître l'Internet. Alors, la première partie sur l'Internet, et puis, quelque part, me rapprocher des usages. Je prends, alors vous pouvez regarder le sujet de deux manières. Donc, il prend l'application qu'il connaît le mieux parce qu'il travaille dessus. Mais c'est aussi l'application qui est la plus utilisée par vous tous. Et donc, l'application qui est le web. Et enfin, c'est une application qui est très proche de l'usage grand public. Sinon, évidemment, j'imagine qu'il ne serait pas déployé aussi rapidement. Et donc, essayer de comprendre ce que cette application qu'on a souvent, je me souviens quand j'ai pas d'éléments sur l'histoire du web. Donc, invention l'année dernière en 99, on essayait d'avoir des anniversaires. Donc, vous avez vu les 30 ans, en fait, c'est pas aujourd'hui, là, c'est 30 ans, c'était 69, c'était en 99. Et donc, quand je faisais mon exposé, j'aimais bien avoir 30 ans, 10 ans, d'accord. Et alors, il fallait que je trouve quelque chose en 89 pour le web. Donc, je suis allé voir Tim, puisque je travaille avec lui dans le bureau d'à côté. Et donc, on a fini par trouver quelque chose. C'était la note de service qu'il avait écrite pour demander à son chef de travailler sur ce qui allait devenir le web, d'accord. Donc, si on fait ça, on arrive à dire que le web a 10 ans, puisque finalement, évidemment, il n'y avait pas le nom, c'était même pas sûr qu'il travaille dessus, etc. Mais enfin, on y est arrivé. Donc là, il y a conception du web, et puis évidemment développement sur des matériels qui ne sont pas tellement répandus, puisqu'il s'agissait de savoir, c'est quand même une idée assez mégalomaniaque, en tout cas s'il y a quelques techniciens dans la salle, imaginez en 90 qu'en cliquant utiliser donc le paradigme de l'hypertexte pour aller accéder à des informations à l'autre bout de la planète. Il y a beaucoup de gens qui considéraient, et connaissant la capacité de l'Internet à l'époque, beaucoup de gens qui considéraient que c'était une idée un peu mégalomaniaque. Bon, l'histoire a montré qu'elle n'était pas si mégalomaniaque que ça, puisque maintenant les gens s'en servent. Il reste que au moment où on a cette idée, la première chose qu'on fait, c'est de prendre une version la plus simple possible. C'est Tim, donc de prendre la version la plus simple possible et puis voir d'ici déjà, pour faire des échanges simples, ça marche. Donc juste du texte, etc. Et donc, les premiers essais, il les fait sur sa machine avec d'autres ordinateurs, des collègues qui sont connectés sur Internet à l'autre bout de la planète. Bon, ça commence à marcher, etc. Et puis finalement, le moment où le web a commencé à être connu du grand public, c'est quand le premier navigateur, le premier browser, enfin je ne sais pas quel nom vous utilisez, je pense qu'en français on dit navigateur, qui s'appelait Mosaic, a été développé dans une université, l'université d'Urbana-Champaign, près de Chicago, par un jeune étudiant qui n'avait pas encore son diplôme, qui s'appelait Mark Andreessen, et qui a donc développé un navigateur qui répondait au protocole et au langage conçus par Tim Berners-Lee et qui a pris le nom de Mosaic. Et puis, il n'avait même pas encore son bachelor's degree, ça veut dire la correspondance, il n'avait pas sa maîtrise, d'accord. Et donc, il a fait ça et puis il l'a mis disponible sur l'Internet et puis les gens ont commencé à s'en servir. Et un petit peu, finalement, je parle à une population qui a eu à se servir du Minitel dans les années antérieures, un peu de la même manière qu'aujourd'hui, le système Télétel, parce que c'est ça le nom du système, on l'appelle souvent dans la vie de tous les jours Minitel, parce que Minitel c'est le nom du terminal qu'un usager utilise pour accéder au service Télétel. Donc quelque part, assez souvent, on fait cette petite inexactitude d'appeler un système
à travers le nom du terminal qui permet d'accéder au système. De la même manière, à un moment donné, on s'est demandé si le web allait devenir le mot qui serait utilisé. C'est-à-dire que les gens disaient « j'utilise Mosaic », puisque c'était le browser, donc c'est 93-94, c'est le navigateur qui était disponible. Et donc, on a dit que j'avais organisé la conférence World Wide Web en 96 à Paris. La seconde qui a eu lieu, la première a eu lieu à Genève. Elle s'appelait la Web Conférence, donc ça c'est normal, c'est l'endroit de naissance, c'est à la maternité, tout va bien. Et la seconde avait déjà pris le nom de Mosaic and the Web. Et donc, quelque part, les gens commençaient à avoir cette petite tendance que j'ai décrite sur le Minitel d'appeler le système par le nom du terminal. Le temps a passé maintenant. D'abord, il y a eu beaucoup d'autres navigateurs, certains également faits et conçus par Marc Andreessen, puisqu'il a créé la société enfin, il s'est d'abord appelé Mosaic Communication, puis Netscape, et d'autres navigateurs développés pour ceux qui sont sur les ordinateurs par Microsoft, par exemple, et pour ceux qui tournent sur les téléphones portables, pour prendre les plus récents, eh bien par soit des sociétés de logiciels qui les revendent ensuite à Motorola, Nokia ou d'autres, soit dans certains cas des navigateurs développés par des grands constructeurs de matériel télécommunication ou audiovisuel. Bref, la variété, et encore une fois, c'est la force et sans doute la grande différence entre l'Internet et le système Télétel, le fait justement que l'intelligence soit aux extrémités et qu'un spécialiste des téléphones portables puisse développer un navigateur sur un téléphone portable alors qu'un géant de l'informatique, du logiciel va pouvoir développer un navigateur pour un PC, etc., eh bien, ceci a redonné comme dénominateur commun ce qu'est le web dans l'esprit de son concepteur et ce qu'il est en train de devenir, à savoir un espace d'information universel. Donc, qu'est-ce que c'est que le web? C'est un espace d'information universel. C'est un endroit où chacun, en fonction des tâches qu'il veut y accomplir, va pouvoir mener une activité individuelle. Je suis en train d'écrire un article, d'écrire un livre, d'écrire une lettre à ma famille, ou j'ai fait des photos numériques pendant l'été parce qu'il y a eu une fête familiale et je veux les déposer. Donc des activités plutôt individuelles qu'on partage ensuite au sein d'une équipe, éventuellement au sein d'une organisation, petite ou grande, et puis enfin, de manière assez courante, partager avec le public les informations qu'on a pu concevoir. Et ce qui est important, c'est que le même espace d'information puisse permettre d'exécuter ces activités, aussi différentes soient-elles les unes des autres. Donc ça, c'est le premier point. C'est ça qui est partagé, l'espace d'information universel. Le second, c'est que dès qu'on regarde, dès qu'on prend un peu de recul et qu'on dit attendez, bon, déjà utiliser le mot universel, c'est quelque chose, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est quelque chose qui j'ai toujours un peu de difficulté, d'accord? Et donc, je trouve ça un petit peu prétentieux, etc. Et donc, en se forçant, on se dit, bon, c'est quand même l'objectif qu'on veut atteindre. Alors ensuite, on imagine les dizaines, les centaines de millions d'ordinateurs connectés. Puis aujourd'hui, il y a encore une grande dissymétrie entre les gens qui publient, plutôt de l'ordre de quelques millions, puis les gens qui lisent, qui vont chercher les informations, plutôt des centaines de millions. Il reste qu'à ces nombres-là, vous savez ce que ça veut dire d'aller chercher de l'information sur le web, trouver ce dont on a besoin, comment on authentifie quelque chose. Si à un moment donné on a trouvé une information qui semble répondre à la question qu'on posait, est-ce que cette information est vraiment juste, d'accord? Dans quelle mesure je peux lui faire confiance? Comment je peux la qualifier? Quelle est la qualité de cette information? Est-ce qu'elle est ancienne? Est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce qu'il y a une information fraîche? Je ne sais pas si vous avez regardé un cours de bourse, vous voulez vraiment être sûr que c'est celui et que vous voulez acheter ou vendre, vous voulez être sûr que c'est celui-là, que c'est pas celui de la semaine dernière. Aller jusqu'à faire des activités de transaction. Tout ça, quand on a utilisé le mot million, on se dit que l'individu ne va pas y arriver. Donc il faut que des outils permettent de le faire. Et donc là, évidemment, d'une certaine manière, le défi, c'est la quantité, le volume. Et puis la bonne nouvelle, c'est que les ordinateurs permettent de faire ça, peuvent permettre de faire ça.
Ils peuvent permettre de faire ça si l'espace d'information universel ainsi conçu, le web, rassemble des informations compréhensibles par un ordinateur qui vont permettre à ces machines de se mettre au service de l'usager pour exécuter des tâches que sinon l'usager n'aurait pas pu faire à cause de leur dimension, par exemple. Et donc pour toujours cette espèce de modestie devant le mot universel et un autre regard, ok, universel, ça veut dire que tout le monde sur la planète doit pouvoir s'en servir. Et donc c'est quand même un défi évidemment passionnant qui fait que les gens qui travaillent sur le web s'y investissent sans compter. Mais si on essaye de prendre un peu de recul et qu'on prend en compte la diversité culturelle entre les gens qui habitent la planète, les capacités des utilisateurs, capacités de tous ordres, les capacités en termes d'accès, quel est l'environnement de télécommunication dont telle et telle personne peut bénéficier, ou la capacité des utilisateurs en fonction de leur éducation ou parfois malheureusement parce que les personnes sont handicapées. Une importante activité au sein du consortium, au sein de W3C, a trait justement à faire en sorte que l'on mérite, en tout cas qu'on travaille vers cet objectif d'universalité en s'assurant que le web que nous sommes en train de concevoir collectivement permet l'accès aux personnes handicapées. Universalité aussi en fonction de la variété des appareils. Là, j'insiste pas, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises et vous le vivez tous les jours. Faire en sorte que le même espace d'information, je vais quand même souligner là, le même espace d'information puisse être accédé par un ordinateur, une télévision, un téléphone portable. Il n'est pas raisonnable, on aura l'occasion d'en parler pendant les questions, mais il n'est pas raisonnable de demander aux fournisseurs de services de dupliquer leur information en fonction des appareils qui vont être utilisés pour y avoir accès. Et donc, en tout cas, ça pourra marcher un petit peu, mais ça passera jamais à l'échelle. Et donc, il faut que l'espace d'information universel que nous sommes quelque part tous en train de construire permette l'accès, quels que soient les appareils dont on dispose. Et en exploitant donc la puissance des ordinateurs, ce qui va vouloir dire, donc je commence à utiliser des termes un petit peu moins courants, des données structurées, données multimédia, je pense que celle-là c'est plus courant, ou des métadonnées. Métadonnées sont les informations au sujet des informations qui vont permettre aux ordinateurs de faire des calculs. L'exemple le plus simple, c'est l'index dans un livre ou les mots-clés dans une bibliothèque. Quel est l'auteur de cette page, à quel moment, quelle est la date, à quel moment il l'a créé, etc. Autant d'informations au sujet de l'information qu'on est en train d'acquérir, qui vont permettre d'augmenter la confiance ou au contraire de la diminuer en fonction des réponses qui viendront. Même si la personne est très brillante, si l'information est très ancienne, évidemment, on ne va pas lui accorder la même confiance qu'une information plus fraîche. Donc, voilà quels sont les objectifs que les gens qui sont en train de concevoir le web, enfin, de le faire évoluer, parce qu'évidemment, il existe déjà, il est utilisé tous les jours, mais pour faire en sorte qu'il atteigne son plein potentiel, comme était indiqué sur le sommet des transparents, il va falloir faire des choses relativement techniques. Donc, quelque part, on va retrouver la distinction que j'ai utilisée au moment où j'ai un peu tiré les conclusions au sujet de l'Internet. Maintenant, au sujet du web, on n'est pas dans les mêmes couches, donc pour les techniciens, on n'est pas en train de parler des mêmes objets techniques. Mais de nouveau, il faut faire en sorte qu'on développe une architecture suffisamment générale pour que les défis, tels que l'universalité, l'usage des ordinateurs pour répondre à nos questions et faire face au volume, la création de la confiance, puisse se développer. Développer une architecture générale, des questions, je dirais, plutôt de nature plutôt technique. Puis ensuite, des questions qui ont trait plus à l'usage, développer des bonnes pratiques. Vous
c'est une chose de dire, reprenons l'exemple que je disais tout à l'heure, donc on fait des guides pour aider les développeurs ou les usagers, les développeurs de logiciels, les développeurs de contenu, les usagers, à se mettre dans des conditions telles que les personnes handicapées pourront avoir accès aux informations. J'aurai juste un exemple en guise de conclusion où j'illustrerai ça. Eh bien, c'est une chose d'avoir fait des guides en disant on recommande, faites ça, c'en est une chose, j'ai parlé de déploiement tout à l'heure, que les gens le fassent vraiment. Et donc, c'est encore autre chose, parce que c'est même, la plupart du temps, c'est pas un problème de bonne volonté, c'est un problème qui a trait aux outils nécessaires pour faire en sorte que ces guides soient suivis et que le site que les recommandations qui ont été faites soient suivies d'effets réels et qu'ainsi une personne aveugle puisse accéder à l'information ou une personne handicapée, quelle qu'en soit la raison, puisse accéder à l'information. Et enfin, le troisième volet que j'avais également développé dans le cas de l'Internet, c'est le fait que tout ceci se développe dans un environnement économique. Aujourd'hui, c'est sûr que beaucoup de clignotants sont un peu moins verts qu'au printemps, au moment où il y a eu les pointes, enfin quand même encore largement positifs, mais il reste que l'Internet est toujours confronté à ce défi de prévenir la fragmentation du marché, de manière, encore une fois, à ce que le web et l'Internet restent universels, promouvoir l'interopérabilité entre les produits et les services, garantir que de nouvelles idées vont pouvoir s'ajouter pour résoudre encore des problèmes qui sont encore ouverts aujourd'hui, et enfin, faire que les choix soient suffisamment décentralisés pour que, en fonction des besoins des uns et des autres, dans des circonstances particulières qui n'auront pas pu être totalement envisagées par les concepteurs, eh bien, les gens arrivent à tirer le parti du web. Je crois que je vais accélérer. J'arrive à la fin de mon temps de parole, donc je vais juste dire quelques mots pour, en guise de conclusion, qui vont donc évidemment j'ai fait des choix au moment de concevoir l'exposé qui sont des choix de partage des défis et des choses qui sont engagées autour de l'Internet et du web de manière suffisamment générale pour qu'on puisse se comprendre. Puis dans ce transparent-là, je vais utiliser quelques mots qui font partie du jargon des développeurs du web. Alors, je vais commencer par HTML, Hypertext Markup Language. Celui-là, c'est celui que vous devez quand même relativement connaître, puisque c'est ce langage simple, conçu par Tim Berners-Lee donc en 1990, et qui a été à ce point simple que j'imagine beaucoup d'entre vous, dans leur navigateur, utilisaient les commandes qui permettent d'aller regarder, aller voir par exemple la page d'un collègue, d'un copain, d'une connaissance. Et donc il y a dessus son curriculum vitae, ou il y a, je sais pas quoi, quelque chose qui a à voir avec ses vacances. Et donc on regarde le code HTML, puis on se dit avec ça je vais faire pareil. On n'apprend pas le langage, mais on l'apprend par similitude ou par extension à partir de la page du collègue. Donc je ne sais pas combien d'entre vous ont joué à ce jeu-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la simplicité du langage a largement participé au développement, je dirais, dans le courant dans la période 93, 94, 95. Évidemment, aujourd'hui, on n'en est plus là. D'abord parce que l'industrie logicielle s'est développée, qu'on dispose maintenant d'outils pour développer des pages HTML, et donc on n'a plus besoin de savoir que la représentation interne utilisée par les ordinateurs est une représentation HTML. On utilise des logiciels qui permettent de positionner les photos, de mettre le texte, etc. Ok. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, la plus largement répandue des informations disponibles sur le web aujourd'hui depuis les années 95. Le deuxième terme technique que je vais introduire, c'est XML pour Extended Markup Language, donc
extended, on voit bien, donc on va faire plus que l'autre. Alors, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment il a été conçu, mais déjà, la première chose, qu'il est plus récent, il est plus abstrait, donc il est encore moins visible pour un utilisateur final. Par contre, il est essentiel pour attaquer trois grandes questions qui sont présentées sur ce transparent. Premièrement, l'intégration des systèmes d'information existants. Donc ça, c'est évidemment essentiel. Le web n'a pas inventé l'informatique. Donc des systèmes d'information, des annuaires, des systèmes d'information d'entreprise, des horaires de train, d'avion, etc. Le monde n'a pas attendu le web pour qu'il y ait des systèmes qui les fournissent. Il est donc essentiel que le web puisse accéder à ces informations, puisqu'il n'est pas raisonnable d'imaginer qu'on va faire du passé, on va faire table rase, et qu'on va reconstruire 30, 40, 50 ans de systèmes d'information. Donc c'est essentiel de pouvoir accéder à ces informations. Accéder à ces informations en tirant leur richesse, c'est comprendre quelle est la structure de ces informations, et XML permet donc d'accéder à ces informations existantes, ce que HTML ne permettait que de manière très maladroite. Le deuxième élément, c'est que XML est donc un langage générique, et dans ce langage, on peut réécrire HTML. Alors, je ne vais pas rentrer dans les raisons et pourquoi et le comment de ces choses-là. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au moment où on fait ça, on peut concevoir un HTML modulaire, c'est-à-dire un HTML où on va isoler la fonction qui permet de représenter le texte, la fonction qui permet de représenter des tables, la fonction qui permet de représenter des listes, la fonction qui permet de représenter des images. Et devant l'objectif de l'intégration des terminaux de la convergence, par exemple les téléphones portables, on voit bien qu'on va pouvoir se mettre en situation de faire en sorte d'envoyer au terminal une information qui soit capable de présenter à son utilisateur. Ça ne sert à rien d'envoyer une image de grande dimension sur un écran de petite taille d'un téléphone portable. Okay ? Donc c'est l'exemple évidemment le plus évident, mais je terminerai en montrant un exemple un peu plus simple où on a une table, d'accord, et une table avec beaucoup d'entrées, quelque chose qui est facile de regarder sur un ordinateur et pour laquelle il faut prendre des précautions si on veut le regarder depuis un téléphone portable, disons. Donc le deuxième aspect, XML, ce langage générique, va permettre de reconcevoir HTML. Alors c'est important de comprendre qu'on utilise toujours HTML, parce que ça veut dire qu'on récupère bien entendu les millions et les millions de pages qui ont été faites, même si elles ne sont pas très anciennes, depuis 1995. Mais on va également pouvoir en concevoir de nouvelles, ou partir des anciennes et les transformer pour en avoir de nouvelles, qui permettront de s'adapter à la capacité des terminaux. Et enfin, la partie que j'ai introduite et qui est évidemment la plus abstraite, faire en sorte qu'à partir de la connaissance des informations qu'on peut sortir de la structure de l'information, utiliser les ordinateurs pour aller rechercher l'information qui convient, authentifier, qualifier, traiter toutes ces questions d'automatisation qui, de nouveau, étaient trop difficiles à traiter si l'information elle-même était HTML. C'est la même chose que, je pense que pour prendre une image, je pense que vous admettrez facilement que HTML permettant de décrire du texte, si on vous donne un livre et que dans ce livre, il y a les définitions dont vous avez besoin, et qu'il s'agit d'un livre qui se lit comme un roman, disons, c'est plus difficile d'aller chercher l'information là que d'aller chercher l'information dans un dictionnaire, par exemple, ou une encyclopédie, où les informations auraient été structurées, arrangées les unes par rapport aux autres. Dans une encyclopédie, il y aura éventuellement des corrélats entre une définition ou un article et un autre. Donc la structure fera partie du produit qui est mis à votre disposition, à savoir l'encyclopédie. Plus on met de la structure dans l'information qu'on traite, plus on a des chances qu'un ordinateur puisse en tirer parti pour aller chercher l'information dont vous avez besoin. Allez, fatigué, c'est la fin de la journée. Donc j'ai dit que je vais finir par
par une illustration simpliste, mais de ce que je disais tout à l'heure. Donc voici, imaginez qu'il s'agit d'un annuaire téléphonique où là j'ai sorti les numéros de téléphone de 4 personnes, et puis il s'agit de chercheurs, donc vous savez, les chercheurs sont toujours en vadrouille, hein. Donc ils ont des numéros, évidemment ils travaillaient à l'INRIA, à l'époque j'étais à l'INRIA, et donc ils ont des numéros de téléphone quand ils sont à Rocancourt, Sophia Antipolis, c'est-à-dire quand ils sont dans leur bureau en France, et puis ils ont aussi des collaborations avec un autre. Bref, on a un tableau un peu grand dans lequel chaque personne a 2 numéros de téléphone avec l'endroit où il se trouve. Et puis à dessein, j'ai fait en sorte, j'ai pris des polices de caractère suffisamment grosses pour que on voit qu'un numéro ne tient pas sur une seule ligne. Et donc là, c'est l'illustration que je vous avais annoncée sur qu'est-ce que ça veut dire de fournir une information qui est accessible pour les personnes handicapées. Si vous imaginez qu'une personne aveugle lit ce document avec un lecteur braille, eh bien, quand il va arriver au numéro de téléphone de la première ligne, il va lire plus 3, ouvrez la parenthèse, 0, fermez la parenthèse 1, et ensuite il va passer à Grèce. D'accord ? Ce qui évidemment n'est pas la réponse qu'on souhaite donner. Il ne va pas obtenir le numéro de téléphone de la personne. Donc ça, c'est pour l'aspect faire en sorte qu'on présente l'information de manière à ce que chacun, en fonction de ses capacités, puisse y accéder et avoir évidemment la bonne information. Deuxième élément maintenant, imaginez que vous avez un téléphone portable. Et donc, pour ceux qui en ont, qui en regardent leur écran, qu'est-ce que ça veut dire de sortir une table comme celle-là sur un téléphone portable? De nouveau, je veux dire, les lignes vont se replier, etc., il n'y a pas la place. Et donc, la même information, je veux dire, un ordinateur sait faire quelque chose d'aussi simple que l'opération suivante. Il s'agit de la même information, exactement la même, les 4 personnes sont là. On a transformé la table en une liste. Et cette fois-ci, pour chacun des éléments de la liste, il est évidemment linéaire, et si aussi bien la personne aveugle que l'usager d'un téléphone portable, dans le cas du téléphone portable en scrollant, enfin, comment on dit, en balayant la liste, pourra arriver au numéro qu'il recherche et s'en servir ainsi. Il s'agit encore une fois d'un exemple évidemment simpliste que j'ai construit à la main moi-même, mais j'ai voulu terminer sur cet exemple simple pour donc n'imaginez pas que tout ce qu'on a à traiter sur le web est aussi simple que ça. Il s'agit d'une illustration pour montrer ce que veut dire de construire un espace d'information universel et de faire en sorte que la structure des informations étant disponible, les ordinateurs puissent se mettre au service des usagers pour faire en sorte que l'information soit présentée d'une manière riche et utilisable pour chacun d'entre nous. Je vous remercie. Alors HTTP, c'est le protocole qui est utilisé entre un navigateur et un fournisseur de services. Et donc HTTP veut dire Hypertext Transfer Protocol. Et pour HTML, Hypertext Markup Language. Je peux juste dire un petit mot de commentaire. Donc Hypertext, c'est donc le paradigme que j'ai évoqué au moment où j'ai décrit comment le web avait été inventé par Tim Berners-Lee et donc le fait que cette manière de naviguer au sein d'un ensemble d'informations a été conçue au sein d'un ordinateur et généralisée à travers l'Internet pour devenir le web. Donc, quant à Markup Language, donc de nouveau c'est de l'anglais, ça fait allusion, je ne sais pas, pour ceux qui ont osé faire view source dans leur navigateur. Le langage HTML est un langage où le texte lui-même est enrichi de balises, c'est le mot en français, qui permettent d'indiquer ce qu'il faut faire avec le texte qui suit.
D'accord? Donc les balises les plus simples sont évidemment celles qui annoncent un paragraphe ou celles qui annoncent un titre. Par exemple, le merci là-haut, il n'y est plus. Le merci, donc la tête du transparent est est de grande taille et en jaune dans le cas sur mon transparent parce qu'on l'a indiqué. Donc markup à voir avec balise, donc Hypertext Markup Language. Quant au web, c'est pas un acronyme, ça fait allusion à la toile d'araignée. Donc web, c'est le mot anglais pour toile d'araignée. Et donc World Wide Web, c'est la toile, c'est ce qui justifie le fait que parfois le web est traduit en français par toile mondiale. Donc web, ça veut dire toile d'araignée. Pardon? ARPANET. ARPANET. Donc c'est le réseau, net c'est pour réseau. ARPA, c'est Advanced Research Project Agency. Et donc il s'agit d'une agence qui dépend du ministère de la Défense américain et qui a financé les recherches qui ont permis de faire les premières expériences qui ont abouti à l'Internet ensuite. Monsieur. Moi, je voudrais vous remercier de votre exposé parce qu'il a beaucoup de clarté. Je suis ici, je suis derrière la caméra. Par contre, ayant été un acteur qui a vécu cette période-là, j'étais un peu exaspéré par votre présentation américaine de Internet. Et on voit partout dans la littérature, d'ailleurs, les présentations aujourd'hui américaines de Internet. Il faut quand même dire que le web a été construit en Europe et qu'à la même période en Europe, il y a eu des très grands réseaux, j'allais dire Internet-like, c'est-à-dire qu'après, pour certains, sont rentrés dans Internet, qui ont été construits à la même période, si ce n'est quelques années auparavant. Il faut penser au réseau CISI, et il faut penser au réseau de la presse française, puisque la presse française envoyait ses journaux avec un hypertexte marqueur pour ces grands journaux de province, qui étaient l'Éclair, l'Océan et le reste, qui datent de quand même 5 ans avant le projet ARPANET. Et ça, on oublie toujours dans la présentation d'Internet, ce genre de choses. Alors on parle des Américains, mais on oublie de temps en temps d'insister un peu quand même que les Européens étaient nettement en avance. Il y avait le nanoréseau de Progny à Lille, qui couvrait tout le campus universitaire de Villeneuve-d'Ascq, qui a quand même 5 ans avant le réseau d'Internet, d'ARPANET. Bon, il n'était pas aussi puissant, et dans l'ouest de la France, il y avait le réseau des PDP-10. À l'époque, c'était des PDP-10 qu'on avait dû acheter difficilement aux Américains, qui a fonctionné quelques années aussi avec le réseau CIRSI. Donc, je pourrais faire à la liste de ces choses-là. S'il vous plaît, posez une question, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, moi, ce que je dis, c'est que la vision américaine de Internet, telle qu'on présente aujourd'hui, est exaspérante pour les pauvres chercheurs qui ont participé à ces travaux-là. Voilà. Voilà. Oui. Et ça justifie une chose, merci, Jospin et le retard de la France sur Internet. Merci. Donc, elle est exaspérance pour moi-même, puisque j'ai participé à ces travaux. Et bon, premièrement, je donne crédit à l'invention du web au CERN à Genève par Tim Berners-Lee, qui est un Anglais. Si on peut voir le transparent, donc voilà, Tim Berners-Lee, donc chercheur en informatique, qui a inventé le web à Genève. Et mais bon, lui, je dirais que la question posée qui a à voir avec les relations au-delà de l'Atlantique, il a épousé une Américaine, donc il a quand même le droit. Et donc il a choisi d'aller vivre de l'autre côté de l'Atlantique. Il reste que c'est sûr que l'Europe a participé au développement. Il reste que certains des pionniers des protocoles qui se sont ensuite développés et déployés, qui ont pris le nom de l'Internet, sont certainement des pionniers français. Donc, pour développer votre argumentation, j'aurais mentionné Louis Pouzin, par exemple, qui est maintenant à la retraite, et qui, au début des années 70, était un chercheur au CNET et à l'IRIA, qui a largement participé au développement de réseaux comparables au réseau de l'ARPANET, tel que le réseau Cyclade, qui ensuite a été déployé au sein du pays sous le nom de Transpac. Mais donc, bien sûr qu'il y a eu des contributions européennes et françaises en particulier. J'ai mentionné le Minitel, nous sommes dans l'exposé, sans que vous ayez à me le demander. Donc, et donc cette contribution-là est indiscutablement une contribution riche. Par exemple,
pour l'exemple du Minitel que je viens de citer, j'étais donc, pour devenir président de W3C, je suis allé passer un an aux États-Unis. Ensuite, je suis revenu en France. Donc, quelque part, j'ai monté une organisation qui est maintenant internationale, qui a des représentants en Chine, en Israël, au Maroc, dans de nombreux pays d'Europe, etc. Donc, je pense que j'ai contribué à faire que le web mérite, c'est ce que je dis souvent, les 2 premiers W du World Wide Web, à savoir qu'il soit vraiment mondial. Il reste que les choix d'architecture qui ont permis le déploiement, c'est-à-dire donc les choix d'architecture, mais surtout le déploiement en vraie grandeur que j'ai mentionné à travers les premiers transparents, est indiscutablement né aux États-Unis. Et si on regarde les usages et même encore la participation à des organisations telles que l'IETF et W3C, la participation américaine y est largement puissante. Et donc, comme j'ai mis dans mon rapport l'an dernier, ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche. Bien sûr qu'il y a des talents en France et en Europe. Bien sûr qu'on peut jouer un rôle plus important. Et quelque part, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Mais d'un autre côté, ce n'est pas avoir un regard vraiment honnête et exact que de passer sous silence le fait que les Américains étaient largement en avance. Monsieur, allez-y. Il y a un discours vertueux qui arrive souvent dans ce domaine. On parle d'universalité, d'aide aux handicapés, etc. Je me demande quelles sont les motivations réelles derrière. Parce que finalement, ce sont des moyens actuellement très perfectionnés de transfert de l'information. Est-ce qu'on a eu ce même discours au moment de la création du téléphone? Je ne le pense pas. D'autre part, il faut se rappeler du fameux bouquin d'Orwell, le Big Brother. Bien sûr, la structure en réseau prédispose moins à une centralisation de l'information comme Orwell le craignait, mais est-ce qu'il n'y a pas ce danger pour ce qui concerne la structure en réseau? Quelque part, vous avez fait la question et la réponse, puisque les choix d'architecture décentralisés qui sont au cœur, participent aux principes fondamentaux de la conception de l'Internet, je pense, donnent la meilleure réponse technique qu'on puisse donner. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est une bonne réponse. La moins bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est seulement technique, c'est-à-dire qu'au-dessus d'une architecture qui permet la décentralisation, au-dessus d'une architecture qui permet l'accès pour les personnes handicapées, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de spécifications qui décrivent comment il faut faire pour qu'il n'y ait justement pas de Big Brother ou que toute personne puisse y avoir accès. La conception est une chose, le déploiement en est une autre. Je représente mon métier et je représente la partie technique et donc j'ai la modestie du scientifique, consiste à dire, écoutez, on s'assure que les choix techniques qui sont faits au moment de la conception ne vont pas empêcher que le large déploiement ait lieu, etc. Il reste qu'au moment du déploiement au sein de la société, c'est nous tous. C'est-à-dire que je me sens un citoyen comme les autres, je suis prêt à participer à tous les débats comme les autres, je n'ai pas de droits supplémentaires, mais il reste que ça dépend de nous, de tous, et de tous les acteurs que j'ai mentionnés dans un de mes transparents, de faire en sorte qu'à partir des possibilités données par la technique, la société s'empare de ces possibilités au bénéfice d'elle-même. Monsieur. Bonjour. Je voulais tout d'abord vous remercier également pour votre présentation et la chance, insister sur le fait que ce soit une chance supplémentaire d'avoir accès à la connaissance. Et je voulais vous interroger sur les élections qui ont cours actuellement dans l'ICANN pour élire les représentants régionaux au niveau de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, et sur le fait qu'en fait, actuellement en tête de liste apparaisse un représentant du Chaos Computer Club qui est un hacker notoire et qui a vitrine sur rue. Et je voulais avoir votre sentiment sur le déroulement de cette apparition et sur les inquiétudes qu'elle pourrait susciter. Donc, peut-être pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, je vais dire quelques mots sur cette élection. Donc, l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers,
dont je suis un des administrateurs, et l'organisation, alors maintenant je vais parler français, l'organisation internationale qui cherche à définir les règles pour l'attribution des noms et des adresses. D'accord ? Donc des adresses, vous pensez au numéro de téléphone, etc. D'accord ? Donc quand vous utilisez le téléphone, vous allez chez votre fournisseur de téléphone, on vous donne un numéro. D'accord ? Il faut bien imaginer qu'il y a un processus qui fait en sorte que ce numéro est unique. C'est-à-dire si on vous le donne à vous à un instant donné, on n'est pas en train de le donner à quelqu'un d'autre ailleurs, je veux dire en France ou dans le monde. Bon ben c'est pareil pour les adresses Internet. Il y en a un certain nombre qui sont disponibles. Il faut mettre en place les mécanismes pour s'assurer qu'à un moment donné, chacun a une adresse qui est unique et qu'il n'y a pas de confusion à cet égard. Ça, je dirais que c'est relativement technique, mais il faut quand même s'en préoccuper. L'autre partie, c'est les noms. Celle-là, elle est plus connue, évidemment, elle est plus visible par les utilisateurs que vous êtes. Hein, il s'agit de, je sais pas, wanadoo.fr. D'accord. Qu'est-ce que c'est ce .fr? Qu'est-ce que c'est que ce wanadoo? Et donc, comment est-ce que on arrive à faire en sorte que deux entreprises ou deux individus n'aient pas la même adresse? D'accord. Et donc, l'ICANN, cette organisation internationale qui cherche à faire en sorte que de résoudre ces problèmes. Jusque-là, ça a l'air bien, je dirais pas simple, mais en tout cas assez bien défini. Pour des raisons dans lesquelles si éventuellement on peut engager un débat là-dessus, pour des raisons variées, la création, donc évidemment dans un premier temps, quand l'Internet s'est développé au sein des universités, il y a un laboratoire dans une université qui s'est occupé de faire en sorte que quand il y avait 4 machines, puis 19 machines, etc., c'était pas la peine de chercher midi à 14 heures, d'accord? Donc, évidemment, quand les nombres se sont développés, y compris au milieu du monde de la recherche, il y a un laboratoire qui s'est intéressé à la question. Il est basé à Los Angeles et un chercheur qui s'appelait John Postel, je dis qu'il s'appelait parce que malheureusement il est décédé, donc s'occupait de faire marcher ce système. Donc c'est lui qui a inventé le .com, .org, .net que vous connaissez, et puis à un moment donné, collectivement, c'est lui qui a inventé, c'était une décision collective évidemment, il a fait des propositions qui ont été approuvées par le reste de la communauté, et puis à un moment donné, alors que l'Internet s'était développé aux États-Unis, il avait commencé à y avoir des développements dans d'autres pays, il y a eu cette idée d'utiliser les codes représentant les pays, donc c'est .fr pour la France, .de pour l'Allemagne, etc. Bon, le temps passe, l'Internet se développe, et à un moment donné, on se trouve dans cette situation, c'est toujours l'université de Los Angeles, une entreprise évidemment ça a pris une certaine taille, donc une entreprise qui s'appelle NSI qui s'occupait du fonctionnement des machines, etc. Et donc tout le monde a l'impression que l'ensemble du système de l'Internet reposait sur ces entités très centralisées, justement, pour rebondir sur la question précédente. Donc il y a eu, vers la fin des années 90, une discussion internationale pour savoir comment on pouvait rendre ça quand même un peu plus ouvert, un peu plus international, de manière à ce que les décisions ne soient pas prises justement par quelques individus de manière un peu obscure. Tout ça partait d'un très bon sentiment, sauf que comme c'est la première fois qu'il y a une discussion internationale sur des sujets touchant le grand public, il y a eu une dérive dans la description de ce que cette chose était, et on a commencé à parler de gouvernance de l'Internet, donc avec tout le poids sémantique que le mot gouvernance peut avoir. Si je fais cette remarque, bien entendu, c'est essentiel, je viens de m'en faire l'avocat, d'attribuer les adresses et les noms de manière claire et qu'il n'y ait pas de confusion. Mais de là à dire que les gens qui prennent ces décisions-là gouvernent l'Internet, c'est, à mon avis, un abus de langage. Il reste que c'est aujourd'hui encore largement l'opinion qui s'est répandue. Et du coup, la création de cette organisation, donc l'ICANN, qui a aujourd'hui 2 ans d'âge, a fait l'objet d'une visibilité médiatique très très importante et de pression très forte pour qu'elle soit gérée de manière totalement
démocratique et transparente, etc., ce qui est évidemment une très bonne idée, mais au point que on cherche maintenant, et j'arrive donc aux élections décrites par la personne qui a posé la question, on arrive maintenant on a eu l'idée d'organiser une élection à l'échelle de la planète pour désigner les administrateurs de cette organisation. Et donc on est aujourd'hui confronté, donc le conseil d'administration est composé de 18 membres, 9 qui sont élus par des organisations qui contribuent à faire marcher Internet. C'est par ce canal-là que je suis devenu administrateur de l'ICANN. Et 9 qui avaient été désignés dans un premier temps pour lancer le processus, dont le mandat était que de 2 ans, le mandat qui arrive à échéance ces jours-ci, et qui vont donc être remplacés par les gens qui sont élus. Alors déjà, par précaution, maintenant j'en arrive à votre question, et par précaution, parce que personne n'a jamais organisé une élection à cette échelle, dans ces conditions-là, etc. Donc, je veux dire, on a réaction de bon sens qu'on a eu, on a dit, OK, c'est super, c'est une très bonne idée, mais je veux dire, essayons d'apprendre pour comprendre comment une telle élection doit être organisée, etc. Donc, au lieu d'en élire 9 d'un coup, on a dit qu'on en élisait que 5. Et puis, pour ces 5, il se trouve que dans les statuts de l'organisation, la planète est découpée en 5 régions, donc on a dit un sera élu pour chacune des régions. Et ensuite, c'est la démocratie directe qui fonctionne. C'est-à-dire qu'ont le droit de voter les gens qui se sont déclarés comme membres de l'ICANN. Pour ça, il suffit d'aller sur le serveur et de se connecter. Le suffit est presque un abus de langage parce qu'au moment où on est arrivé à la date limite, les serveurs étaient surchargés, donc il y a eu des problèmes techniques, rien que pour devenir membre. Je ne parle même pas de l'élection, qui n'a pas encore eu lieu. Et donc ensuite, ces membres vont être appelés à élire les gens. Donc il y a un processus compliqué, sinon je vais refaire un exposé si je rentre dans le détail. Il reste qu'aujourd'hui, il y a des grandes disparités d'un pays à un autre. Il y a des grandes disparités de communautés à d'autres. Il y a des gens qui sont intéressés à la question, puis d'autres qui ne sont pas intéressés. Et donc, le résultat, et donc maintenant c'est la réponse à votre question, moi j'observe le résultat. Je veux dire, on joue le jeu, on a fait en sorte que le processus soit le plus ouvert et transparent possible, et donc on va voir si cette personne est élue. Mais j'ai pas de commentaire particulier à faire sur le fait que ça soit cette personne plutôt qu'une autre. Quelque part, c'est à nous tous, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant que citoyens, de réagir par rapport à ça. Donc le Chaos Computer Club, vous pouvez dire un mot de ce que c'est ou, enfin, donc c'est. Je crois qu'on. Comment? Dites-en un mot, mais le problème c'est quoi? Ok. Mot quand même. Non. Bon, enfin, c'est une organisation qui s'est développée en Allemagne et qui s'intéresse à attirer l'attention des gens sur les risques encourus quand on mène des pratiques sur Internet d'intrusion, etc. Donc il y a effectivement une idéologie, enfin une idéologie c'est un grand mot, en tout cas une vision de la manière dont la société de l'information se développe qui est très particulière à cette organisation. Bon, pour le moment, c'est elle qui a réussi à attirer l'attention des gens, etc., et qui fait que son représentant est plutôt en tête dans la partie nomination des gens pour cette élection. Bon, compte tenu du temps, on va prendre seulement 2 questions, monsieur et monsieur. Hein, monsieur, allez-y. Bon, soyez bref si possible. Hein. Une question peut-être à un peu plus long terme. Merci d'avoir parlé des handicapés et de l'ICANN. C'était 2 de mes préoccupations. À plus long terme, chacun d'entre nous va être équipé sous peu d'un réseau personnel. On voit apparaître des initiatives importantes comme Bluetooth, pour ne citer qu'elles, qui promettent de nous coupler et de coupler autour de nous le balai et la serpillière, les livres, les vêtements, etc. Est-ce que ça ne risque pas, cette adjonction d'un réseau personnel, de modifier l'Internet tel qu'on le vit aujourd'hui? Je crois pas. Donc, la question fait allusion à encore un autre facteur d'échelle qui consiste à dire qu'au sein de la maison, de nombreux appareils vont être connectés à l'Internet. Ça ne sera pas seulement votre PC ou votre téléphone portable, mais ça sera votre réfrigérateur, votre four à micro-ondes ou enfin, n'importe quel objet qui se trouve au sein de la maison. Franchement,
je pense que sur cette partie-là, l'Internet est prêt à tenir le choc. La capacité d'adressage est là. Les logiciels qu'il faut mettre à bord des matériels en question sont relativement bien identifiés. Et donc, je pense que je ne suis pas sûr que les modèles économiques, certes, il me semble que la question n'est pas de nature technique. Hein, je ne suis pas sûr que le vrai usage, la vraie utilité de ces fonctions est là. Donc ça, c'est le marché et les initiatives qui le montreront. Et donc, je pense que c'est quelque part le développement de modèles économiques et d'offres de services qui décidera si cette tendance est une tendance gagnante ou pas et à quel point elle se développera. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui elle remette en cause le déploiement de l'Internet. Notre dernière question, monsieur. Oui, bonsoir. Oui. Je voudrais savoir quelles sont les relations entre les autorités qui s'occupent d'organiser Internet, comme l'IETF, l'ICANN ou le W3C, et les poids lourds de l'industrie informatique. Est-ce qu'il y a par exemple des gens chez Microsoft ou Sun qui travaillent dans ces organisations, et comment ces organisations ont les moyens d'imposer leurs recommandations ou leurs normes à ces poids lourds de l'industrie? Alors, la réponse est très différente en fonction des trois organisations que vous avez mentionnées. Donc, autour de l'Internet, donc j'ai insisté sur l'aspect décentralisé de l'évolution de l'Internet en général. Il y a des organisations très différentes qui sont mises en place. Donc, l'ICANN, on en a dit un mot, je ne reviens pas. L'IETF est l'organisation la plus technique, la plus ancienne d'abord, c'est celle qui a est à l'origine d'IP, de TCP, et puis des versions successives. J'ai parlé d'IPv6 tout à l'heure et beaucoup d'autres protocoles. Et donc là, c'est une organisation qui est très marquée, et je pense à juste titre, par les objectifs techniques qu'elle cherche à atteindre. Et là, bien entendu, vu l'endroit où ça se place dans l'ensemble de l'architecture, ce que j'ai montré tout à l'heure, les industriels qui font des produits typiques de cet endroit-là, je pense aux gens qui font des routeurs, par exemple, jouent évidemment un rôle de poids dans le fonctionnement de l'IETF. Mais l'IETF a vraiment une structure très décentralisée et quelque part le poids n'est pas... Bon, il est matérialisé d'une certaine manière puisque le chairman de l'IETF est un employé de Cisco. Mais dans la vie des groupes de travail et dans la manière dont les choix sont faits, c'est vraiment la vision technique qui l'emporte. W3C, que j'ai la chance et l'honneur de diriger encore aujourd'hui, est lui plus proche des applications, comme j'ai essayé de l'expliquer, et donc se trouve à un endroit plus délicat, puisque dans les couches basses, quand on fait HTTP ou XML, on est très très proche finalement de la situation de l'IETF, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il s'agit de choses que l'usager n'a aucune raison de voir, qui sont essentielles. J'ai essayé de dire quelques mots pour justifier leur caractère essentiel, mais il reste que ce sont des fonctions très techniques où quelque part le débat se passe. Enfin, les règles ne sont pas les mêmes, parce que W3C a des statuts différents, etc. Mais le débat est encore largement de nature technique. Pour les couches les plus élevées du spectre d'action de W3C, par exemple la protection des données personnelles, là, les relations entre les travaux techniques et les législations, les réglementations, élargissent même le spectre que vous avez défini. C'est-à-dire non seulement, évidemment, les grandes sociétés sont intéressées à faire en sorte que leurs produits soient conformes aux lois des pays dans lesquels ils veulent vendre leurs produits, on peut imaginer ça, mais de manière encore plus importante, d'une certaine manière, les lois étant différentes, on a même à prendre en compte les directives européennes, bien entendu, et les lois, j'ai mentionné la CNIL tout à l'heure dans le cours de l'exposé, qui est la maturité de l'expérience législative et réglementaire de certains pays, dont la France. Donc voilà une deuxième forme de coup de chapeau à l'expérience acquise au sein de notre pays. Et donc, oui, ces gens-là sont présents, mais la structure décentralisée, aussi bien de l'IETF et au sein du consortium, permet, évidemment, ils ont un poids qui correspond à la participation qu'ils peuvent avoir dans de nombreux groupes de travail, mais ce poids reste limité à cette participation. Bien. Merci beaucoup, Jean-François.